Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de Tracker. Je suis Salim Nesba et je suis heureux de vous retrouver pour un bonus un peu spécial, réalisé en public à HEC Liège. Nous sommes en compagnie de Nicolas Eusicom, gestionnaire de patrimoine chez Puy-Latco, et Florian Ernotte, avocat spécialisé en technologie et en crypto. Avec nous, des dizaines de spectateurs et de micros qui circulent pour entendre et, je l'espère, répondre à vos questions. Donc, qui a une question à poser à nos invités du jour? Vous pouvez lever la main, comme ici, madame. Alors bonjour, moi j'ai une petite question. Donc moi j'investis également, mais je me demandais par rapport à toutes les applications qui existent, que ce soit au niveau banquier, ING, Belfius et autres, mais aussi des applications qu'on peut avoir comme Trade Republic et bien d'autres j'en passe. Est-ce que vous avez quelque chose que vous conseillez plutôt pour un certain type ou pas, ou comment, ou voilà? Alors peut-être avant de répondre, donc à l'Écho on écrit souvent des articles qui comparent les applications. On en a parlé dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Il faut se demander, est-ce que mon courtier est belge ou étranger? Première question. La réponse, l'un ou l'autre, ne doit pas guider votre choix, mais ça a des implications, premièrement. Deuxièmement, après, c'est la loi du marché. Donc, il faut aussi un peu tester, voir, entendre. Mais déjà, je pense que savoir pourquoi prendre un courtier belge ou qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend un courtier étranger, c'est peut-être déjà la première question à se poser. Mais personnellement, je trouve aussi qu'il y a... Par exemple, ça peut être intéressant dans des banques pour certaines choses. On aura des fonds qui peuvent être sympas aussi, mais on n'a pas tous les fonds qui sont disponibles. Mais ça peut être intéressant même un autre groupe de courtage belge, je ne citerai pas le nom, mais qui peut être sympa au niveau des assurances épargne-pension, des assurances groupes. Mais on a d'autres applications que je trouve qui peuvent être plus intéressantes pour les actions. Et donc ça, oui, c'était par rapport dans ce sens-là, du coup, de la question. Moi, j'ai juste une réflexion pour compléter ce que Salim vient d'exposer. C'est effectivement, il y a et c'est mon métier, toute la réglementation à gérer. Je prends l'exemple de la taxe sur les opérations boursières. Certaines plateformes vont gérer cette problématique-là pour l'investisseur, d'autres ne vont pas du tout s'en occuper. Et ça peut être une mauvaise surprise. Donc, en fonction de ce que vous utilisez, il y a cet aspect-là des choses. Il y a un deuxième aspect qui est la réforme fiscale actuelle aujourd'hui, qui va fiscaliser en réalité toutes les plus-values que vous allez réaliser dans le cadre de votre gestion de patrimoine, qu'elle soit normale, spéculative ou professionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, il va y avoir un prélèvement à la source qui peut d'ailleurs être exonéré selon certaines conditions, etc., etc. Et donc, là aussi, je pense que les courtiers vont pouvoir se distinguer par rapport aux services qu'ils vont donner en termes de facilité de gestion de ces problématiques fiscales. Parce que, évidemment, moi, on pourrait penser que je me frotte les mains de me dire, ah, super, une réforme fiscale qui va en réalité compliquer le bazar et je vais avoir encore plus de clients. Je vous avoue que faire ça toute la journée, c'est pas super rigolo. Mais, donc, parfois aussi, choisir des applications qui permettent de gérer ou de faciliter la gestion de ces obligations fiscales parce que, malheureusement, elles sont de plus en plus nombreuses. Et alors, dernière chose quand même aussi, les applications de courtage, il y a des applications aussi parfois ou des plateformes d'investissement un peu exotiques. Faites attention aussi à ce que vous utilisez parce que moi je fais énormément malheureusement de dossiers par rapport à des arnaques à l'investissement et des fraudes à l'investissement et c'est vraiment bien fichu. Il y a une psychologie qui est mise en place pour entre guillemets capter l'attention des personnes et les forcer à investir des montants qui sont parfois astronomiques, avec des fausses plateformes d'investissement ou des plateformes qui ressemblent à des plateformes d'investissement que nous connaissons tous. Donc, hyper prudent aussi par rapport à ça. Et pour compléter ce que vient de dire Florian, les frais, donc il y a des néobanques, il y a des courtiers qui vont vous proposer des frais très réduits, mais en général, ils vous les proposent, c'est un peu comme ces compagnies low cost, c'est très réduit, mais le service aussi est très réduit. Et donc, faut aussi voir qu'est-ce qu'on a en échange des frais qu'on paye et se poser la question de est-ce que ma vraie banque, elle va faire la même chose? Est-ce que ma vraie banque va m'envoyer un message sur Telegram pour me dire tiens, maintenant, il faut pas tarder, c'est maintenant ou jamais? Là, en fait, non. Et on est dans le domaine de l'arnaque.
Donc posez-vous les questions du service aussi. Est-ce que ce courtier qui me promet d'avoir une petite part de telle action que je n'arriverai jamais à acheter chez l'autre parce que l'autre je veux pas l'acheter en très petite part, est-ce que j'ai vraiment cette petite part après? Ou est-ce qu'en fait il va me faire signer un papier que je comprends pas et en fait cette part c'est quelqu'un d'autre qui l'aura? Et c'est aussi le début, pas forcément d'arnaque, mais de complications et de frais supplémentaires par la suite. Nicolas, peut-être tu voulais réagir à cette question? Peut-être du côté plus gestion, regardez vraiment l'univers d'investissement que les brokers vous proposent. Si vous êtes plutôt ETF ou plutôt ligne directe, comparez les fiches tarifaires. Parce que typiquement, si vous voulez traiter sur des titres qui cotent sur telle ou telle place hors Euronext, on peut vite avoir des tarifs qui sont démesurés par rapport à la taille des transactions que vous voulez implémenter dans le portefeuille. Donc en fait, c'est un petit peu faire une espèce d'analyse de marché. Mais malheureusement, ce n'est pas qu'au niveau de la gestion, il y a d'autres enjeux comme on vient de l'expliquer. Oui, je rappelle aussi souvent cette règle où quand on est chez le courtier A et qu'après on veut aller chez le courtier B, il y a certains courtiers A qui disent pour chaque ligne d'investissement, il faut payer des frais. Ça, c'est dans tous les documents, où parfois c'est écrit en tout petit et on pense pas forcément à ça au début. Voilà pour la question ici, merci. Alors, madame, ici devant. Moi, j'avais une question surtout pour Florian. J'investis dans les cryptos, j'adore les cryptos et c'est une de mes grosses passions. Mais j'ai une question évidemment sur l'imposition ici en Belgique. J'avais lu notamment un article de Mon Pèlerin, la société suisse qui permet d'investir sans KYC, ce genre de choses. Il disait encore à l'époque, dernièrement, que c'était assez flou. Qu'est-ce qu'il en est réellement sur les plus-values? Est-ce que c'est comme la France, 33, 37, 30 Est-ce que si on achète uniquement de façon décentralisée sur un DEX, donc plus sur un SEX CX, et déclarer son ledger, oui, non, faire un petit peu la distinction de tout cela. Merci beaucoup. Vous parlez de plusieurs choses. Donc il y a un aspect fiscalité. La fiscalité en Belgique, les résidents fiscaux belges déclarent leurs revenus réalisées, les plus-values réalisées notamment, peu importe où elles sont faites. C'est-à-dire que vous achetez sur des SEX ou des DEX, peu importe, vous avez réalisé une plus-value qui doit être taxable. Dans ce cadre-là, il faut la déclarer. Il y a une petite distinction quand même, c'est que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas vraiment gagné. La réforme fiscale est en train d'essayer de clarifier cette chose qui est donc la réalisation de cette plus-value. Puisque si j'ai acheté du Bitcoin il y a 5 ans, que je l'ai converti aujourd'hui en stablecoin, j'ai une plus-value latente, objectivement parlant, puisque le marché a monté, mais j'ai 0 €. Et donc, il faut que je rapatrie ces fonds en monnaie fiduciaire. Et donc, ça peut se faire sur une plateforme là uniquement centralisée, puisque les monnaies fiduciaires ne circulent pas sur les plateformes décentralisées. Donc, c'est à ce moment-là que le fait générateur a lieu. L'administration fiscale a une position très vague à ce niveau-là, qui ne tient pas la route, je pense, juridiquement aujourd'hui, mais la réforme fiscale qui est en cours va clarifier cet aspect-là. Et donc, lorsqu'il y a une conversion d'un cryptoactif vers un autre cryptoactif, la plus-value latente sera considérée comme étant réalisée. Ça veut dire que potentiellement, même sur des DEX, si vous êtes en Bitcoin et que vous faites un swap vers la blockchain ERC20 compatible d'un stablecoin bien connu, eh bien, vous avez une plus-value qui est latente et donc réalisée au niveau de la loi. Donc ça, c'est le premier point. Les autres critères maintenant, c'est les différents types de situations fiscales qui peuvent s'imposer. D'abord, on précise que c'est actif par actif, donc je peux avoir des bitcoins qui dorment dans un wallet et je les revends 5 ans plus tard, j'ai pas d'imposition de spéculateur et je peux avoir spéculé avec un bot de trading par exemple, et là je serai taxé, donc c'est actif par actif. Deuxième chose, les profils, gestion normale de patrimoine, jusqu'à aujourd'hui, pas de taxation. Revenu divers, donc c'est le gestion anormale ou revenu spéculatif, taxation 33%. Et puis après, il y a la catégorie des revenus professionnels lorsqu'il y a une activité professionnelle qui est mise en œuvre. Il y a une dernière catégorie qui sont les revenus mobiliers pour tout ce qui est DeFi, liquid staking, Earn et tous ces protocoles qui permettent de générer de l'intérêt et du rendement sur des capitaux entre guillemets crypto qui sont déposés. Comment est-ce qu'on va distinguer? C'est la question que tout le monde me pose depuis des années. Moi, je prends en compte 5 critères qui sont des critères que j'ai extraits de la jurisprudence et de la doctrine. Le premier, c'est le pourcentage du patrimoine investi à chaque période d'investissement ou à chaque moment d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un patrimoine de 100. Si vous mettez 80 maintenant dans les bitcoins, eh bien, vous avez 80% de votre patrimoine qui est alloué à un actif. C'est pas une gestion normale de patrimoine.
Le critère, il est à 25%. Cette question, elle se pose à chaque décision d'investissement. Et donc, vous devez revaloriser votre patrimoine à chaque décision d'investissement pour pouvoir voir si l'allocation que vous mettez est en pourcentage cohérent par rapport à ça. Le deuxième critère, qui est le petit frère du premier, c'est le pourcentage du revenu. Vous pourriez avoir un énorme patrimoine, mais investir, par exemple, vos revenus périodiques de 4 000 €, 50% de ces revenus périodiques, on va quand même considérer qu'il y a une volonté d'aller chercher un rendement par rapport à cet investissement. Deux autres critères, le nombre de transactions réalisées, et donc là, c'est là où la problématique du bot de trading peut subvenir, et la durée de détention en mois, parce qu'on va faire un ratio, nombre de transactions divisé par la durée de détention, et vous avez un ratio. Plus vous êtes proche de 0, moins c'est risqué, puisque ça veut dire que vous avez fait très peu de transactions pendant une période de temps. Plus c'est important, plus il y a un risque. Le risque, il est franchi à partir du ratio de 15, qui équivaut à une transaction tous les 2 jours. Et j'estime que lorsqu'on fait achat-vente une fois tous les 2 jours, on tombe dans un profil qui est spéculatif et pas de gestion normale. Donc ça, c'est pour la fiscalité. Ça va évoluer puisque la gestion normale du patrimoine va être fiscalisée dans la réforme fiscale. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura un prélèvement de 10% avec exonération de 10 000 €. Donc, il y en a un petit cadeau fiscal pour ceux qui boursicotent tout doucement. Et il y avait une dernière question par rapport à la déclaration de vos wallets. Donc, on a une obligation maintenant de déclaration des wallets centralisés, donc qui sont hébergés par des plateformes. Les ledgers ne sont pas visés, donc les décentralisés ne sont pas visés. Et on a de la réglementation européenne qui est entrée en vigueur également, qui va imposer aux plateformes d'échange centralisées de communiquer des informations avec l'administration nationale et donc le fisc belge. Donc on va avoir quand même de plus en plus une cartographie du patrimoine crypto des contribuables belges en raison de ces outils réglementaires, avec aussi toute une série de questions, et moi je suis énormément confronté à ça, de dire, en fait, s'il y a une fuite de données à l'administration, je suis, entre guillemets, affiché. Et c'est pas complètement parano, puisqu'en France, il y a même des contrôleurs fiscaux qui ont donné des informations à des bandits pour aller faire des petites méchancetés, si je puis dire comme ça. Donc, faut être prudent, d'autant plus de comprendre ce qu'on fait pour pouvoir le faire intelligemment, correctement et dans le respect de toutes ces dispositions qui, quand même, deviennent importantes. Quoi qu'en dise Salim. Là, j'en dis qu'on va encore prendre une question ici, et quelqu'un d'autre a une question, on va dire la dernière. Après, ici, Maxime. Moi, j'ai une question pour Monsieur Zicom. C'est déjà, est-ce que vous utilisez l'IA, et si oui, dans quelle mesure dans la construction et dans la gestion journalière des portefeuilles de vos clients? Oui. Alors, comme je le disais, c'est pas spécialement journalier. Bon, évidemment, on peut utiliser de l'IA générative comme tout le monde l'utilise. Mais donc, l'idée, c'est plutôt de l'utiliser en amont. C'est-à-dire qu'on a une base de données qui est énorme, avec des datas qui nous viennent tous les jours. Pour pouvoir analyser toutes ces données et essayer de prendre des décisions d'investissement qui font le plus de sens, on peut s'appuyer sur de l'IA en amont, utiliser cet input dans notre processus décisionnel. Maintenant, comme je le disais, donc l'intégration de l'IA en tant que gestionnaire, moi, j'utilise pas de l'IA pour gérer les portefeuilles de mes clients. C'est principalement mon esprit critique, évidemment en amont avec une stratégie d'investissement qui prend certainement en compte de l'IA au niveau de l'analyse des données et du flux de données qu'on peut recevoir. Il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle Aladdin, qui est développé par BlackRock, avec qui on a un partenariat depuis un peu plus d'un an et demi. Typiquement, là, c'est l'utilisation en fait d'outils algorithmiques pour pouvoir faire, par exemple, de l'analyse de risque d'un portefeuille. Ça peut aussi permettre de stress tester, disons, un portefeuille. On parlait d'inflation avec le choc énergétique actuel. Ça permet de faire toute une série d'analyses, mais encore une fois, ça c'est une analyse qui est faite en amont, qui permet de dresser un constat sur laquelle on va prendre des décisions, mais la décision va toujours être prise chez nous avec un esprit critique humain, quoi. Ok, merci beaucoup. Une dernière question. Oui, ici devant. Merci et bonsoir. Je voulais avoir l'avis de vos invités sur une stratégie pour minimiser l'impact de la taxe sur les plus-values. Donc je m'étais dit que chaque année civile, je revendrais pour l'équivalent de maximum à 10 000 € de plus-value sur mes ETF principalement, et de racheter instantanément ces mêmes ETF pour remettre à zéro finalement le prix d'achat, et ainsi de suite. Je me dis sur les années, ça peut avoir un impact positif sur le rendement. Alors, c'est une bonne stratégie, il y a juste une chose que vous oubliez, c'est que nous sommes en Belgique, et que ce que vous faites, c'est reporter le moment où vous allez être taxé. Et mon petit doigt me dit que les 10% que vous allez payer aujourd'hui
ce sera 30% dans quelques années. Ça s'est passé avec les dividendes. On avait des dividendes à 15% et ils n'ont fait, et je n'ai pas peur de le dire, ils n'ont fait que remonter le taux d'imposition de ces dividendes. Donc, j'ai fait des études de fiscalité ici dans cette école. Il y avait un prof de fiscalité qui a dit quelque chose. Quand il y a un avantage fiscal, prenez-le tout de suite. Parce que vous n'êtes pas certain de l'avoir plus tard. Donc, OK pour le faire. Et c'est vrai que vous allez neutraliser en fait l'impact fiscal. Mais en soi, si c'est pour simplement faire un swap entrée-sortir, où est la prise de bénéfice? Enfin, si vous prenez vos 10 000 euros et vous augmentez votre position, mais vous les êtes entre guillemets déjà. Sauf si vous changez de produit. Et donc là, il y a peut-être une stratégie. Mais alors, par contre, vous reportez le moment où vous allez entre guillemets passer à la caisse avec un pourcentage d'imposition qui sera peut-être plus important, puisque si vous ne prenez pas vos bénéfices taxés, peut-être qu'à un moment vous allez être taxé à 15% ou à 20%, et donc voilà. Donc ça, c'est mon avis purement à chaud sur base de ça. Si vous n'avez pas vraiment compris la question de monsieur, qui est très intéressante, je vous invite à écouter un épisode qu'on a fait en décembre, qui était un enregistrement à Finance Avenue, où un collègue à moi à l'éco, Philippe Gallois, avait reçu 2 fiscalistes et parlait de ce fameux sac à dos et de ces dispositions fiscales qui, à ce moment-là, n'étaient pas encore d'application. Voilà pour aujourd'hui. Il me reste à vous remercier pour votre écoute. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités pour le partage de connaissances. Merci au public pour le partage d'expériences. À la semaine prochaine.